Le monde de Legault, bienvenue à tous dans le monde de Legault, un nouveau podcast qui va parler de la politique québécoise, mais surtout de notre politique préférée, la politique provinciale du Québec. Donc, on va parler des défis qui s'imposent et qui s'opposent à François Legault lors de ce prochain mandat, qui s'annonce à être un mandat assez ardu. Ça s'annonce pas à être un mandat facile. Pour les gens qui pensent que ça risque d'être facile, avec la tendance actuelle, c'est pas toujours facile de fonder un gouvernement qui est majoritaire quand on a 90 députés et d'élus finalement. Ça demande à faire un méchant ménage. Ce qui veut dire que finalement, à travers ça, il y en a beaucoup qui n'auront pas nécessairement le rôle ou la vocation qu'ils avaient espéré au sein du gouvernement de la coalition Avenir Québec. Donc, il y a beaucoup de futurs députés, beaucoup de futurs ministres. Il y a beaucoup de gens qui vont être déçus dans la coalition Avenir Québec à l'avenir, comme beaucoup de Québécois qui vont être déçus dans l'avenir face aux décisions de François Legault, quand il va devoir faire malheureusement des choix déchirants. Parce que là, on se retrouve à confronter un mur fédéraliste, malgré le fait que François Legault a repris le fédéralisme sur son épaule de droite. Le bon vieux fédéraliste libéral, ça semble pas lui avoir porté fruit. En tout cas, ça semble pas lui apporter des gains considérables qu'il cherche à faire à Ottawa. Il semblerait que ça semble pas séduire plus qu'il faut la Chambre parlementaire des communes du Canada. Donc, on se dirige directement dans un contexte de crise économique, de guerre, de pandémie. Actuellement, il y a un phénomène assez spécial qui se passe au Québec puis dans les villes du Québec. Je veux dire, les CHLD, les centres pour personnes âgées, les CHLD vont bientôt traverser une crise majeure dans le public parce que les centres privés, les RPA, sont en train de fermer. Les centres pour personnes âgées privés sont en train de fermer partout dans la belle province. Un phénomène qui risque de prendre de l'ampleur dans les prochaines années. Donc, la CAQ va-t-elle réussir à gérer cette crise du logement qui arrive autant chez les personnes âgées qui fait déjà rage et des victimes chez les jeunes familles? La CAQ va-t-elle réussir à faire les gains qu'elle veut et à obtenir les pouvoirs qu'elle veut en immigration? Je suis pas sûr. Je suis pas prêt à parier là-dessus, en fait. Je suis vraiment pas sûr. La CAQ va-t-elle se retrouver dans une nouvelle crise interne et un nouveau conflit interne entre ses politiques? Et est-ce qu'un politicien de la CAQ va finalement, au bout du compte, claquer la porte parce qu'elle n'obtiendra pas ce qu'elle voulait? Est-ce qu'un député, est-ce qu'un futur ministre en aura pas pour son propre compte? Et est-ce que la CAQ va vivre des conflits internes dans son parti politique dans les prochaines années? Est-ce qu'il va se rediviser comme ce qui est arrivé dans le passé avec la députée Claire Sanson qui finalement a redonné au Parti conservateur du Québec un second souffle, une seconde vie? Donc, qu'est-ce qui va se passer dans les 4 prochaines années en politique au Québec? Voilà qui risque de devenir très intéressant. Donc, actuellement dans le monde, dans l'univers politique et fantastique de François Legault, tout est beau. Le ciel est rose, les nuages sont bleus, il fait beau soleil, on va avoir un hiver bien relax. Pour François Legault, c'est le début des vacances, malgré le fait qu'il ne réalise pas qu'en fait, c'est plutôt la fin des vacances. La coalition Avenir Québec a littéralement balayé le Québec. C'est une vague bleue qui a déferlé sur tout le Québec, du bas en haut, à l'excepté de l'île de Montréal. La région métropolitaine a créé un mur multiculturel, un mur migratoire, un mur d'immigration, on peut le dire, un mur immigratoire face au gouvernement de François Legault. Semblerait que pour François Legault, on a choisi l'argument fédéraliste et on a choisi l'intolérance, on a choisi les propos disgracieux, les propos antisémites envers les immigrants. On a choisi de rallier le vote francophone et le vote de droite, d'extrême droite, sous un principe de pointer les immigrants des problèmes du monde. On s'est ainsi confronté l'opposition officielle et tout le Montréal anglophone
contre nous. On s'est monté tous les gens du libéralisme économique et du monde multiculturel contre nous. On s'est monté littéralement une opposition contre la CAQ dans le Grand Montréal. Une opposition qui va continuer dans ce sens-là pendant des années. Donc pour la coalition Avenir Québec, les 4 prochaines années vont rimer avec conciliation, avec réconciliation avec les populations immigrantes du Québec et du Grand Montréal, ce qui risque d'être un travail long et très ardu. Ensuite, étant donné qu'on se doute que le rêve de François Legault, c'est d'avoir le pouvoir suprême, le pouvoir ultime, et d'éliminer tous ses adversaires, tasser ses opposants de la Chambre du Parlement du Québec, ce qui est presque déjà arrivé, François Legault va devoir se buter à une lutte interne et à une défiance de la croyance populaire entre le système actuel de la démocratie et sa représentativité. Ça veut dire qu'on n'a pas fini d'entendre parler du mode de scrutin au Québec, malgré le fait qu'on a fermé la porte à ça. Mais François Legault nous a fait une promesse. Et c'est toujours la même promesse qui revient. Il nous promet de répondre et de faire honneur à toutes ses promesses, à toutes ses paroles en tant qu'homme politique. Alors, souvenez-vous ce qu'il nous a dit en 2018, finalement. C'est déjà un engagement qu'on a pris, là, d'avoir un mode mix dès le premier mandat. Et vous n'allez pas faire comme Justin Trudeau, parce que ça pourrait être tentant pour un gouvernement qui obtient une majorité avec le mode actuel de renier sa promesse. Non, pas du tout. On va respecter toutes nos promesses. Donc, dans un système politique qui est brisé, j'ai hâte de voir comment François Legault va nous vanter et va nous légitimer sa gouvernance. Comment qu'il va nous passer ses projets de loi? Est-ce que ça va être en bâillonnant l'opposition officielle comme il a fait dans les 4 dernières années et en outrepassant les motions que les oppositions veulent passer? Est-ce que François Legault va utiliser sa majorité pour passer tous les projets qu'il veut sans même écouter l'opposition officielle du Québec, qui est l'opposition complète, là, pas juste une parmi tant d'autres? Je parle de l'opposition complète à son gouvernement au Québec qui représente plus de 60% des habitants. Parce que vous savez, si on continue sous ce sens-là, si on continue comme ça, on va se retrouver avec le même scénario de ce qui s'est passé dans le dernier gouvernement. Si François Legault n'est pas capable d'écouter les minorités politiques et les mouvements politiques qui représentent 15% du vote, bien que minoritaires représentent beaucoup de gens, il va arriver ce qui est arrivé avec la députée d'Héberville. Il va arriver qu'à un moment donné, il y a quelqu'un dans son propre caucus qui se sentira pas écouté, qui se sentira pas inclus, puis qui va être tanné de devoir agir et de répéter tout ce que le premier ministre demande de dire et de faire sans jamais pouvoir être qui elle est et de dire ce qu'elle pense réellement, cette personne-là. Donc un jour, il y a quelqu'un qui va tout simplement quitter son caucus dans le pire des cas pour rentrer dans le caucus du Parti conservateur du Québec et lui donner le député qui lui manque, comme le Parti conservateur du Québec dit, on va aller cruiser. On va aller cruiser dans la CAQ parce qu'il y a pas mal de députés qui seront pas contents des décisions du gouvernement et de François Legault et qui seront pas contents de ne pas faire partie de son gouvernement. Vous savez, il y a un beau grand avantage à avoir déjà fait de la politique dans le passé, d'aller chercher ses amis du Parti québécois, ses amis du Parti libéral, puis leur promettre des beaux postes dans ton parti. Mais une fois qu'on est élu, puis qu'on fait élire 90 députés, la décision est pas mal plus difficile quand on vient à mettre nos amis à la tête d'un ministère, pas choisir qui va diriger quoi, là. Quand on a 90 personnes qui est comme moi aussi je veux une place, là. Moi aussi je veux fonder une place dans ton prochain gouvernement, parce que sinon, on va aller voir ailleurs. Donc, pour François Legault, ça va être également un gros test. Un gros test de sa base militante, un gros test de son caucus, de la fidélité de son parti, de voir s'il va être capable de gérer ce problème interne-là. Parce que ça pourrait exploser, ça pourrait imploser de l'intérieur, là, je veux dire, ça pourrait virer carrément chicane de députés, cette affaire-là, là. C'est pas mêlant, là. Il y a 90 députés qui ont été élus dans le gouvernement de la CAQ. C'est plus que la dernière fois. C'est quasiment 20 de plus. Puis on sait qu'il n'y a même pas 30 places au sein du gouvernement.
Donc, ça va faire pas mal de monde à placer. Pas mal de pions à placer sur son échiquier, là. J'ai l'impression qu'au final, il y a plus de députés, il y a plus de monde dans le gouvernement de François Legault qui vont ressortir déçus. Qui vont ressortir déçus que victorieux de cette victoire-là, finalement. Donc, dans un contexte où notre démocratie est malade, où la représentativité fait défaut, où certains partis politiques ont découvert et ont développé de nouveaux stratagèmes pour rentrer dans les bancs et se faufiler à l'Assemblée nationale, en courtisant les députés de partis déjà élus pour qu'ils deviennent des indépendants ou qu'ils changent de formation politique, parce qu'il semblerait que c'est plus facile que d'obtenir 15% du vote puis d'avoir au moins un siège, étant donné la distorsion politique actuelle. Donc, il y a toujours un risque pour François Legault que le Parti conservateur lui vole un autre de ses députés. C'est l'un des scénarios les plus probables dans les conditions actuelles, en fait. Et ça, c'est quelque chose que François Legault déteste plus que tout au monde. François Legault déteste l'insubordination. La preuve, le fait que Dominique Anglade ait quitté son parti pour aller dans le Parti libéral du Québec, c'est quelque chose qui le choque depuis des années, de voir quelqu'un de son parti former sa propre opposition officielle. Il n'y a rien qui peut plus le choquer puis le tourmenter que ça. Ça l'insulte comme le calice, autrement dit. Mais bon, étant donné que François Legault fait plein de promesses et nous promet d'accomplir, de faire honneur à toutes ses promesses électorales, ben on va souhaiter qu'il revienne sur ses propres paroles et sur ses propres mots, ou il a renié ses propres promesses électorales et qu'il change une autre fois d'idée, parce qu'il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée, autrement dit. Ensuite, l'immigration. Y a-t-il quelqu'un qui croit vraiment, puis qui pense vraiment, puis qui a vraiment confiance, puis la certitude quand François Legault dit qu'il va aller chercher tous les pouvoirs en immigration? Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune crédibilité, là. Je le crois pas pantoute. D'un, parce qu'on a un gouvernement libéral, puis il nous a dit de voter pour le Parti conservateur aux dernières élections. Fait que son poids en tant que négociateur face au gouvernement de Justin Trudeau, c'est comme zéro, là. C'est comme ça paraît calissement mal. C'est comme si tu invitais le diable à l'église, chez le pape, pour signer un accord de paix, là. Puis une entente sur des questions religieuses. Il n'y a rien à faire, là. La porte est fermée déjà en partant, par rentrant, là. François Legault, des députés de son parti, a complètement enflammé le débat, ont fait une tollée sur les réseaux sociaux avec des propos puis des commentaires exagérés puis disproportionnés. Pensez-vous que ça va donner confiance à un gouvernement à donner plus de pouvoir en immigration à une province qui dit ça? Sérieusement. Le premier ministre du Québec nous dit que faire un référendum sur la souveraineté, ça revient à pelleter quasiment des nuages, mais il pense qu'il va obtenir tous les pouvoirs en immigration avec un référendum. Il pense qu'un référendum qui détermine la volonté des Québécois, ça va peser fort face au gouvernement d'Ottawa et au gouvernement libéral. À moins que ce soit un référendum sur la souveraineté qui dit non, il n'y a pas grande chance que votre référendum fasse du poids pour Ottawa. Aux yeux du gouvernement fédéral, en tout cas. Il n'y a pas grand chance que ça fasse... ça va juste faire boule de neige, comme on dit. Ça va faire faux bond. Ça risque juste de rebondir, cette histoire-là. De un, parce que François Legault est déjà allé chercher 80% des pouvoirs en immigration. Il contrôle déjà 80% quasiment de l'immigration au Québec pour ce qui est de l'immigration économique, au travail, l'immigration au profit économique. Le Québec choisit déjà une partie des immigrants francophones et anglophones et en contrôle déjà plus que 80%. C'est quoi que vous voulez qu'il aille chercher plus, là? C'est quoi, le gouvernement provincial voudrait commencer à choisir le caractère des immigrants de la réunification familiale? Donc, les immigrants parrainés par la famille? Si tu parles pas français, t'as pas le droit de te marier puis de devenir québécois. C'est tout ça qu'on va commencer à dire. Si t'es pas de la bonne religion, ben c'est bonne valeur, tu te maries pas puis tu deviens pas québécois. Voyons donc. Comment que le Québec pourrait contrôler l'immigration de la réunification familiale?
comment qu'ils pourraient gestionner ça mieux que le Canada, dites-moi? Il n'y a rien à gérer, là. Parce qu'il y a 4 types d'immigration au Canada. Il y a l'immigration économique. Ça, le Québec contrôle déjà quasiment une bonne partie de ça. Après ça, il y a l'immigration parrainée par la famille. Il y a les réfugiés. Puis il y a les autres immigrants qui rentrent dans des catégories d'immigrants parrainés par des familles. C'est des immigrants qui rentrent dans un autre ordre. Donc, la seule catégorie que François Legault pourrait aller chercher, c'est celle-là. Puis ça représente une minorité de personnes, là. Ça n'en vaut même pas un débat public et des proportions telles, là. Parce que dans les faits, la majorité des pouvoirs en immigration, François Legault les a déjà acquis, les a déjà repris, les a déjà pris. Il y a pas mal tout ce qu'il faut entre ses mains pour gestionner l'immigration d'une façon intelligente et adéquate. Pour de vrai, là, il est en train de nous créer des bobos puis des problèmes, là, puis de pleurer devant le gouvernement fédéral parce qu'il aime ça faire pitié devant Justin Trudeau puis l'accuser de ne pas lui donner ce qu'il veut pour changer de gouvernement puis mettre le gouvernement qu'il voudrait au gouvernement fédéral puis contrôler ainsi la Chambre parlementaire du Canada. C'est ça que François Legault voudrait dans son monde idéal. Mais là, c'est pas ça la réalité. Il va falloir qu'il vive avec la réalité, là. Il est dans un gouvernement majoritaire encore libéral qui contrôle le Canada et la Chambre parlementaire du Canada. Puis au Québec, c'est peut-être lui le gouvernement majoritaire, mais en dehors du Québec, ça reste le gouvernement libéral du Canada. On sait bien que François Legault pense qu'il va gagner le pouvoir en allant chercher l'appui de tous les premiers ministres de toutes les provinces, puis qu'ensemble, ils vont faire pression sur le Canada puis le faire flanchir. Mais il y a certains niveaux sur lesquels il ne réussira pas à faire flanchir le Canada puis le fédéral, là. D'ailleurs, pendant qu'on nage dans ce débat-là, il y a des enjeux pas mal plus importants au Québec, comme des RPA, des centres pour personnes âgées, semi-privés, qui offraient des services de soins alternatifs, qui sont en train de fermer. Faute de personnel, faute de moyens, parce que ça coûte trop cher à faire vivre. C'est rendu qu'on transforme les maisons pour personnes âgées en blocs d'appartements. Ça veut dire que si la CAQ construit pas d'autres maisons pour aînés, ne rénove pas les CHLD rapidement, il y a pas mal d'aînés qui vont se retrouver malheureusement dans la rue. Il fallait s'en attendre qu'avec la pandémie, la demande, puis que les propriétaires de foyers pour personnes âgées semi-privés se désintéressent, deviennent tannés de gestionner cette pénurie de main-d'œuvre. C'est peut-être rendu trop exigeant de gestionner cette pénurie de personnel. Peut-être que ça manque de stabilité pour eux. Peut-être que pour plusieurs se sont rendus compte que c'était pas mal moins compliqué, que c'était peut-être payant d'avoir des blocs pour personnes âgées, mais que quand tu as des contextes de pénurie de main-d'œuvre, quand tu as des frais qui augmentent constamment dans un coût de la vie qui ne fait qu'augmenter, peut-être que ça revient peut-être juste moins cher d'avoir un bloc à logement qui offre pas de service en plus. Donc, beaucoup se sont tournés vers le strict minimum et ont décidé de tout simplement fermer leurs installations en santé semi-privée. Ça veut dire que le Québec va perdre bientôt une grosse partie de son réseau semi-privé qui prenait soin des personnes âgées. Il va bientôt fermer ce réseau-là. Il est en voie de disparaître puis de laisser des centaines d'aînés, des centaines de personnes âgées qui utilisaient des ressources alternatives, qui vont maintenant se retrouver dans la rue et aux portes du privé, qui ne réussira jamais à répondre à la demande à temps. Donc, la CAQ devrait se concentrer sur les véritables problèmes de l'avenir, parce que je suis pas sûr que si on traverse au Québec une crise du logement chez les personnes âgées, qui vont encore courir une troisième fois aller voter aux urnes pour ce gouvernement-là, si ce qui est en train d'arriver arrive réellement. En tout cas, actuellement, ça commence à arriver au Québec, dans la région de Québec. Donc, dans pas long, ça va toucher le reste du Québec, probablement les autres régions, puis l'ensemble de la province. Mais la vérité, c'est qu'il fallait s'y attendre. La coalition Avenir Québec se fie sur un modèle privé, alors que les modèles semi-privés et semi-publics sont en train de s'effondrer, ne sont pas capables de fournir à la demande, sont dépassés par les coûts, par les crises,
par les problèmes, dont la pénurie de main-d'œuvre, qui est l'un des plus gros freins à leur entreprise. Donc, si le semi-privé puis le domaine privé a de la misère à gérer ça, ça commence à y échapper des mains et préfère se tourner vers une privatisation complète, ce qui veut dire le strict minimum, devenir des blocs à logement au lieu d'offrir des soins en santé alternatifs aux personnes âgées, aux personnes en perte de mobilité. La solution, c'est peut-être pas le public. C'est peut-être pas de donner toutes ces ressources-là puis de vite agir au public où on a du pouvoir d'agir avant que la situation nous rempire, où il nous échappe des mains, avant qu'elle nous échappe des mains et qu'elle rempire tout simplement. Faut pas penser que c'est un acte isolé puis que c'est peut-être pas une tendance qui va continuer à grossir là, puis à prendre de l'ampleur dans les prochaines années. On a un propriétaire à Québec qui a fermé ses 2 blocs, ces 2 énormes blocs pour personnes âgées, 2 gros RPA qui prenaient soin de des personnes âgées, qui offraient des soins de santé alternatifs, qui remplaçaient finalement des CHLD, des hôpitaux et des soins de santé qu'on aurait utilisés ailleurs s'il n'y aurait pas eu ces services-là. Donc le fait de perdre ces services-là, il faut calculer qu'au bout du compte, ça joue en termes d'utilisation sur d'autres services. Ça a des conséquences. La perte de clientèle qu'on va avoir là, elle va se retrouver ailleurs. Elle ne disparaîtra pas du jour au lendemain. Fait que, tu sais, ce que je veux dire, c'est que pour les gens qui vivent déjà là, qui n'ont pas de problème de mobilité, pour les personnes âgées, c'est super correct, ça ne change rien dans leur vie. Ils vont avoir des voisins plus jeunes, ça va devenir des immeubles à logement, ça va être plaisant. Mais pour les personnes âgées qui ont des problèmes de santé, qui vont devoir déménager et se trouver une autre résidence pour personnes âgées où aller vivre, dans un contexte où ça coûte trop cher les faire vivre puis qu'ils sont en train de fermer, ça commence à développer des nouvelles problématiques et un nouveau problème de société, là. Ça risque de vouloir dire que dans les prochaines années, les personnes aînées, les personnes âgées et les personnes vieillissantes et en retraite au Québec risquent d'avoir de la misère à se reloger ou à se loger tout court. Vous savez, actuellement, la coalition Avenir Québec est pas mal plus occupée à se demander comment qu'elle va faire pour faire taire ses adversaires, ses opposants. Est-ce qu'elle va leur donner la reconnaissance parlementaire et sous quelles conditions? Sous certaines conditions. Donc, il y a un petit jeu de manipulation là, à travers ça, de jouer son autorité et son pouvoir suprême, alors que pendant toute la pandémie, on lui a laissé le libre arbitre, le champ libre pour faire ce qu'elle voulait. Je veux dire, les Québécois ont fait confiance à la coalition Avenir Québec. Puis aujourd'hui, elle nous joue un peu le jeu de la personne qui contrôle le jeu de cartes, là. Elle joue un peu au maître du jeu, au maître du loft. Puis c'est pas un jeu correct là, de jouer au jeu de Big Brother, là, de se prendre pour Big Brother à la tête du gouvernement du Québec et de choisir qui va représenter les oppositions officielles du Québec et qui n'aura pas son mot à dire pour les 4 prochaines années. Surtout quand on pense aux conséquences que cette politique de censure pourrait amener pour les Québécois. Tout ceci ne va que rendre plus tentant et plus enviant la convoitise de cruiser puis de voler les députés de la coalition Avenir Québec pour toute opposition confondue. De toute façon, la coalition Avenir Québec, c'est déjà un parti qui est composé d'anciens membres du Parti libéral du Québec comme du Parti québécois. Donc, à quelque part, ils sont capables d'aller chercher, ils sont capables de, s'ils ont quitté leur source, ils sont capables de retourner à la source. Donc, on est capable d'aller les récupérer sous un certain motif de partisanerie. Ils ne sont pas indéniables, indélogeables à la CAQ. S'ils ont pu changer de couleur puis de parti, ben, ils sont encore capables de changer de parti une fois. Ça veut dire que dans les faits, selon moi, c'est pas toutes des caquistes purs et convaincus, là. Ce ne sont pas tous des caquistes pur sang, comme on dirait. Il y en a une couple de bâtards au travers de ça. Donc, si les oppositions vont chercher des députés bâtards et laissent les pur sang caquistes dans la CAQ, ça risque de créer fortement des divisions et des tensions dans la Chambre d'Assemblée et des conflits internes dans le parti de la CAQ, de la coalition Avenir Québec. C'est le plus grand risque pour le parti de François Legault actuellement, c'est d'entretenir la solidarité commune au sein de son parti et de son organisation politique et de
de calmer l'ardeur et la quête et le jeu des pouvoirs? Parce que vous savez, le débat actuel, l'enjeu principal, là, ça devrait pas être l'immigration, là. Comme la laïcité, puis les maternelles 4 ans, puis abolir les commissions scolaires, ça a été la priorité du gouvernement dans les 4 dernières années. Comme réformer la régie du logement. Il y a eu plein de choses qui ont été une priorité pour la CAQ, qui n'étaient pas tant des priorités pour le Québec, là. Oui, c'était des éléments importants de l'identité québécoise, c'était des éléments fondamentaux de la société québécoise, mais est-ce que c'était aussi important que la crise du logement, que la sécurité intérieure, que la sécurité de nos citoyens, que notre culture, que le financement de la culture, puis de l'éducation, puis de la lutte contre le décrochage scolaire? Puis le financement adéquat de l'éducation autant de nos jeunes enfants que de nos jeunes et grands adultes? On va-tu entendre parler du 3e lien pendant 4 ans? Un projet qui a été politisé, qui a pris des proportions démesurées dans les élections. Je comprends même pas pourquoi que ça prend autant de place. C'est-tu parce que c'est gros, parce que c'est long? Parce que ça rentre bien profond sous le fleuve et le lit du Saint-Laurent. C'est-tu parce que c'est bien gros pis bien impressionnant que tout le monde capote sur le 3e lien? Non, mais c'est quoi que tous les députés de la coalition Avenir Québec y ont à triper comme ça du forage, de forer le fond du Saint-Laurent, de creuser un gros crisse de trou dans le lit du Saint-Laurent? C'est quoi leur trip? Pouvez-vous bien me dire c'est quoi qui leur passe par la tête? Là, c'est plus un gros crisse de tunnel qu'on veut faire dans le Saint-Laurent. On va faire 2 tunnels à la place. On va labourer le fond de la terre du Saint-Laurent par 2 longs et gros tunnels qui vont traverser sous le fleuve pour faire traverser une minorité de gens qui prennent leur voiture dans Québec. Je vais vous dire ce que j'en pense réellement. Moi, je pense que dans la coalition Avenir Québec, dans CAQ, là, il y a pas mal de gars qui ont des petites bisounes. Ouais. Je pense que vraiment, leur gros projet de 3e lien, là, ça va avec la taille de leur pénis, pour vrai. Parce que vous remarquerez qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans CAQ qui nous parlent du 3e lien. Ça fait que j'ai l'impression que c'est juste une gang d'hommes qui pensent puis qui réfléchissent juste avec leur pénis puis qui voient juste le gros trou puis le gros tunnel qu'on veut creuser, là, le long et gros et profond tunnel qu'on veut faire sous le lit du Saint-Laurent. Pour de vrai, j'ai l'impression que la coalition Avenir Québec, elle est toquée là-dessus. Elle se crosse le soir en pensant à un 3e lien puis ça l'excite, je suis sûr. Puis pendant qu'on parle de ça, ben, il y a la crise climatique, il y a la crise environnementale. Pendant qu'on parle de ça, on tasse une députée solidaire de Rouyn-Noranda qui parle du taux d'arsenic inconsidérable en Abitibi par la fonderie Orme. Puis dans le fond, on élit un lobbyiste minier à sa place. C'est ça qu'on fait aux Québécois, on choisit de se servir un beau pudding à l'arsenic. Le Québec a voté pour un lobby, a voté pour son propre empoisonnement, a voté pour protéger 600 emplois qui vont empoisonner des milliers et des milliers de personnes et des générations futures à venir et créer même des retards chez des enfants. Je pense que ça mérite une main d'applaudissement pour l'Abitibi. Bravo! Tu sais, quand je vous disais que le Québec était vendu au lobby international, là, puis qu'on contrôlait plus notre ville, là, puis que le Saguenay appartenait à Rio Tinto Alcan, une entreprise australienne et britannique, puis qu'on n'avait plus possession de notre propre territoire, de nos ressources, autant qu'on contrôlait puis manipulait nos politiques, ben, j'étais loin de réaliser à quel point j'avais raison, puis que finalement, j'avais pas tort quand je disais ça. Surtout quand on sait qu'aujourd'hui, il y a des postes de police chinois au Canada. Qu'il y ait des postes de police en Chine, chinois, ça me dérangerait pas. C'est leur affaire. Mais qu'il y ait des postes de police chinois au Canada, je trouve quand même ça spécial.
Ça devrait être la principale... Ça devrait faire partie de nos principales inquiétudes. Ça devrait plus nous inquiéter que l'enjeu du troisième lien, mettons. Non, mais je suis quand même surpris de voir ça passer sous les radars, là. De voir un parti politique comme la CAQ qui interprète quasiment le Donald Trump du Québec, qui nous parle de louisianisation quasiment du Québec, d'immigration comme des gens qui arrivent ici, qui sont des bâtards sans citoyenneté, qui foutent le bordel, qui sont des délinquants juvéniles et civils et qui sont des gens incivilisés, incapables, que nous sommes incapables de les incorporer parce qu'ils ne veulent pas s'adapter à la culture québécoise et s'incorporer à nos valeurs. Vraiment, là, on devrait peut-être plus à regarder les postes de police chinois au Canada. Ouais, c'est pas très légal, ça. Un poste de police d'un autre pays, dans notre pays, qui se prend pour une police, mais qui surveille puis qui espionne le monde autour. Hey, c'est bizarre, là. Y a-tu juste moi qui toque là-dessus puis qui trouve ça vraiment bizarre, les postes de police chinois au Canada? Je risque-tu de me faire arrêter par la police chinoise, moi, là? Au Canada? Vous savez, quand François Legault s'est fait élire en 2018, déjà ses projets étaient grandioses, étaient grands, étaient rêveurs, étaient idéalistes, et étaient démesurés, étaient dépassés. C'était déjà irréaliste en partant. Et pendant son premier mandat, il a laissé tomber ce que je dirais, ce qui était finalement les promesses les plus réalistes de son mandat. Donc, est-ce que pendant les prochaines années, il va essayer de nous faire réaliser des promesses qui ne sont pas réalisables et qui sont réalistes, aux dépens des oppositions officielles qui sont sous-représentées dans le système actuel, qui ne sont pas représentées adéquatement? Si François Legault a eu comme défaite la pandémie, sur le fait qu'il n'a pas été capable de réaliser son programme, ben moi, je vais vous dire qu'il en a fait déjà pas mal et que dans les prochaines années, il ne réussira pas plus à accomplir la partie de son programme qu'il n'a pas réussi à faire dans les 4 dernières années. Tout simplement parce que le contexte et la situation économique ne lui permettra pas de faire ça. Les projets de François Legault sont basés sur une autre époque, sont faits et sont créés dans un autre concept. Dans une réalité différente, ces projets auraient été bons et auraient été adéquats. Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont encore appropriés? Est-ce que c'est le temps de se consacrer puis de faire un troisième lien entre Québec puis Lévis, alors qu'on s'apprête à traverser une crise économique et que nos services publics souffrent gravement et que la population a de la misère à joindre les deux bouts et qu'on a des gros problèmes d'inflation, de prix des matériaux, qu'on est en train de traverser des pénuries, qu'on s'inquiète des chaînes d'approvisionnement, qu'on dénonce le fait que certains ports, que certaines industries, que certaines chaînes d'approvisionnement sont sur le bord du point de rupture. Je pense que François Legault, c'est lui qui rêve. Il dit que la gauche, puis que les gens de Québec solidaire, puis que les autres partis sont en train de rêver, puis de voir des nuages, puis des licornes, là. Mais son rêve économique dans lequel le Québec peut se développer indéfiniment sans penser au contexte actuel politique, économique et de la situation de l'environnement par rapport à la crise climatique, je m'excuse, là, mais c'est lui qui vit dans un grand rêve. Puis c'est bien beau de rêver, là, mais les rêves, ça a ses limites. Des rêves, ça a un certain sens du réalisme jusqu'à certaines limites. Jusqu'aux limites du réalisable. Moi, je pense que les Québécois vivent un beau grand rêve. C'est correct. Vivez-les, votre beau grand rêve, caquiste et québécois avec François Legault. Mais moi, je pense qu'on va se réveiller dans les 4 prochaines années, en claquant des doigts, puis il n'y aura pas grand-chose qui va avoir changé et évolué tant que ça au Québec, puis on n'en sera pas plus avancé et rendu plus loin. Je pense pas que le débat puis que la sémantique et que les choses et que le climat à l'Assemblée nationale va avoir changé tant que ça dans les 4 prochaines années. Je pense qu'on va être pas mal encore rendu au même stade de où ce qu'on en est aujourd'hui. Pour de vrai. Le plus grand ennemi des gouvernements de droite, le plus grand ennemi de ce type de formation qui parle souvent en mal des immigrants, qui ont des stéréotypes envers les minorités visibles et invisibles, envers la différence sexuelle, la divergence, la diversité de genre.
ces personnes-là ont souvent des propos misogynes qui prennent un sexisme qui protège la femme et qui défend l'homme. Un sexisme misogyné, stéréotypé en genre, ont souvent des stéréotypes entre cultures, utilisent beaucoup la religion, la langue et la division culturelle dans la société pour nous diviser, faire des parallèles et nous mettre en perspective afin de créer une distorsion puis une division entre les individus. Mais, au bout du compte, c'est souvent le pouvoir qui vient détruire ces propres mouvements-là. Parce que souvent, ils sont animés et dirigés tout simplement par la soif de pouvoir. Donc, quand on leur donne trop de pouvoir, souvent ces mouvements-là s'entre-dévorent. Ils se bouffent eux-mêmes, c'est des sangsues. Quand je vous dis que le plus grand danger, le plus grand risque actuellement pour la CAQ et la Coalition Avenir Québec, son plus grand ennemi actuel, c'est clairement pas les oppositions. Il n'y en a pas d'opposition. La Coalition Avenir Québec, carte blanche, elle peut faire tout ce qu'elle veut. Au point où ce que son plus grand ennemi aujourd'hui, c'est pas le Parti québécois. C'est pas, vous savez, on a critiqué beaucoup Québec solidaire, on le voyait comme un ennemi, mais c'est pas tant un ennemi, là. Je veux dire, Québec solidaire, tenu debout, a sauvé ses meubles, a sauvé son parti, a grugé un peu sur le Parti libéral du Québec, mais il a pas fait plus. Je veux dire, il a résisté à la tempête, au contraire de tous les autres partis. Au-delà de tout ça, il n'y en a plus d'opposition officielle à la Coalition Avenir Québec. La Coalition Avenir Québec, elle est indépendante, elle est forte, elle est fière, elle peut faire tout ce qu'elle veut, pratiquement, dans la Chambre du Parlement du Québec, avec le siège et la députation actuelle qu'elle a. Au point où son plus grand ennemi, c'est elle-même. Le plus grand danger pour la Coalition Avenir Québec actuellement, c'est elle-même. Pourquoi? Parce que là, il n'y a plus personne pour l'arrêter. Il n'y a plus personne pour la remettre en perspective. Il n'y a plus personne pour dire « Hey, one minute là, ça marche pas là. » Il n'y a plus d'opposition pour lui barrer la route, autrement dit. Ce qui veut dire que les prochaines décisions que le gouvernement va prendre, elle va refléter pas mal plus sa partisanerie, sa vision à elle, que la vision des Québécois en général, parce que justement, il n'y aura plus d'opposition pour s'opposer à ses propres motions, à ses propres projets, à ses propres idées, à sa propre idéologie, à sa propre politique, finalement. Malgré le fait que d'un autre côté, la Coalition Avenir Québec a été élue avec moins de 50% du vote. Ce qui veut dire qu'il y a plus de 60% de la population qui vote pas pour elle et qui s'oppose à elle. Autrement dit, qui n'adhère pas à ses valeurs. Donc, quand je vous dis que la plupart des décisions qui vont être prises dans les prochaines années vont refléter la vision de la Coalition Avenir Québec et pas du Québec, qu'il faut faire une nuance entre les deux et séparer les deux parce que on a tendance à penser que la vision de la Coalition Avenir Québec, c'est la vision des Québécois. Il faut être capable de faire un certain sens de l'objectivité et du détachement par rapport à ça, là. Puis appeler un chat, puis un chien. Puis faire la différence entre le chat et le chien, faire la différence entre les deux aussi, là. Parce que vous savez, c'est pas parce que François Legault a changé son fusil d'épaule, se dit comme un fédéraliste, décidé de jouer la carte du fédéraliste pour avoir le vote des fédéralistes et séduire les fédéralistes et diviser le vote souverainiste. C'est pas parce qu'il a gagné un peu par défaut, par la division des oppositions, que tout le monde a avalé sa salade et tout le monde croit ce qu'il dit, que même Ottawa pense que c'est un véritable souverainiste pur et dur, bien accompli, et qu'il n'a pas juste endossé le rôle, justement pour se donner un bon rôle et un poids face à Ottawa. Je pense pas que tout le monde croit à ce que François Legault dit, comme si c'était d'une certitude pure, parce qu'il en dit bien des choses, puis il dit certaines choses qu'il fait pas non plus. Donc, est-ce qu'on est dupé? Est-ce qu'on croit à tout ce que le premier ministre vous dit? Moi, je vous réponds qu'en 2018, François Legault nous avait fait une promesse et il l'a pas respectée. Donc, comment qu'on peut le croire aujourd'hui quand on écoute ça? C'est déjà un engagement qu'on a pris, là, d'avoir un mode mix dès le premier mandat. Et vous n'allez pas faire comme Justin Trudeau, parce que ça pourrait être tentant pour un gouvernement qui obtient une majorité avec le vote actuel de renier sa promesse. Non, pas du tout. On va respecter toutes nos promesses.
Est-ce que je crois aux paroles du premier ministre? Est-ce que je crois à la coalition Avenir Québec? J'ai de sérieux doutes pour vrai. J'ai de sérieux doutes, puis je suis inquiet. Je suis inquiet pour l'avenir. Je suis inquiet pour la représentativité. Je trouve que notre démocratie, elle est malade au Québec et qu'on profite du concept. Qu'on profite peut-être un petit peu trop du concept, finalement. Je suis tellement déçu pour les souverainistes. Je suis déçu. Je regardais les résultats des derniers référendums sur le site d'Élections Québec. Je regardais à quel point que la souveraineté a déjà été forte au Québec et de voir qu'on a voté en masse, qu'on a balayé le Québec au point de laisser 3 sièges au Parti québécois après avoir entendu un premier ministre nous dire qu'il avait volé lui-même le monopole du fédéralisme au Parti libéral du Québec, que c'était carrément un épouvantail venu pour nous faire peur avec le concept de la souveraineté. Je trouve ça désolant de savoir que les souverainistes ont voté pour ce gouvernement-là. En fait, je peux pas croire que pour les 100 ans de René Lévesque, on va laisser une carte électorale au Québec qui a à peine 3 députés péquistes qui représentent le Parti québécois. Une maudite chance qu'il y en a 11 de Québec solidaire qui représentent la souveraineté puis l'interculturalité pour rattraper le coup. Parce que maudit Colin que René Lévesque qui pleurerait en ce moment, puis il serait gêné, puis il aurait honte de ce qui est devenu son pays. Allait dire sa province, là, mais c'est son pays, Colin, ce qu'il faut dire. Je pense que les souverainistes pleurent leur mère. François Legault a réussi son objectif, a réussi son pari que le Parti québécois. Il s'est vengé. Il s'est vengé du fait que Pauline Marois il a volé sa place, qu'on lui a pas donné la chance de balayer le Québec avec le Parti québécois. Peut-être que dans une autre réalité puis dans un autre contexte, finalement, François Legault était premier ministre au nom du Parti québécois et balayait la carte du Québec avec le Parti québécois avec un bleu foncé. Mais c'est pas le cas actuellement, parce que sous un processus de vengeance, François Legault a quitté le Parti québécois en dénonçant que c'était une omerta, dans le but de faire son propre parti et de l'anéantir lui-même. C'est un peu ça qui arrive en ce moment. Pour les gens qui se demandent c'est quoi l'histoire personnelle entre François Legault et le Parti québécois, c'est une histoire qui date pas d'hier. C'est pas pour rien que François Legault s'entoure autant de femmes, s'est mis une équipe féminine autour de lui, parce qu'à une certaine époque, on a préféré placer une femme à sa place au Parti québécois pour représenter le Québec et on a perdu les élections. François Legault pensait qu'il allait les gagner, ces élections. Il avait peut-être raison de dire à cette époque qu'ils auraient gagné ces élections. Est-ce que c'est parce qu'on a sous-estimé François Legault à cette époque qu'il avait autant besoin de redonner au Parti québécois un peu de sa propre médecine, de lui montrer c'est quoi qu'il y avait dans le ventre, dans le cœur, à quel point qu'on l'avait sous-estimé? Peut-être. Maintenant, je lui dis, je réponds au premier ministre, maintenant que c'est fait, maintenant, M. Legault, que vous avez réglé vos comptes avec le Parti québécois, vous leur avez prouvé qui vous étiez, ce que vous avez à donner, ce que vous pouviez donner au Parti québécois qui n'ont pas pris, que vous leur avez montré ce que vous étiez capable de faire autant dans un autre parti, sous une autre couleur, avec une autre bannière. Est-ce que maintenant on peut remettre les compteurs à zéro et repartir sur des valeurs de réconciliation et de démocratie avec les autres partis politiques et les autres partis, les autres, formations politiques au Québec? J'ai l'impression que François Legault dit qu'on l'a attaqué de toutes parts puis joue à la victime pendant ces élections, mais finalement, c'est lui qui a sorti l'artillerie lourde. C'est lui qui entame une politique de guerre et démocratique. C'est lui qui attaque ses opposants avec ses mots. Il dit lui-même que... En fait, ces animateurs de TVA qui le disent lui-même qui attaquent ses adversaires avec des citations assassines. Ce genre d'expression qui serait dite dans un autre contexte par un citoyen pourrait amener à des poursuites criminelles et pénales. Mais pourtant, on laisse François Legault dire ses répliques assassines impuniment.